Le jour où l'abeille disparaîtra, l'humanité n'aura plus que 4 ans à vivre. Qui n'a pas entendu cette terrible phrase dont on dit que c'est Einstein qui l'aurait prononcée? Eh bien non, même si les hommes et les abeilles ont leur vie intimement liée depuis l'Antiquité et sans doute avant, nous n'en sommes pas là, et sans doute même Einstein n'a-t-il pas prononcé la phrase fatidique. Il n'en demeure pas moins que la survie de l'abeille et sa vie fascinent les hommes de terrain autant que les philosophes, surtout quand dans une même famille, on trouve justement l'un et l'autre. Nous allons recevoir dans quelques instants Pierre-Henri Tavoyot et François Tavoyot pour leur livre L'abeille et le philosophe paru chez Odile Jacob. La réalisation technique est d'Emmanuel Bouissière et Monique Pacalet continue de nous cocooner pour nous assister dans cette émission. Jacques Plaine, Anne-Marie Vergnon, eh bien, nous avons le plaisir de vous recevoir ensemble, messieurs, pour cet ouvrage dont je rappelle encore le titre, L'abeille et le philosophe, avec le sous-titre Étonnant voyage dans la ruche des sages. Alors, vous êtes, Pierre-Henri, philosophe à la Sorbonne. J'ai appris dans la table ronde que j'ai animée quelques instants avant l'enregistrement de cette émission que vous-même, François, vous aviez cette formation et aujourd'hui, vous êtes apiculteur professionnel. Tout à fait. Donc, je suis apiculteur professionnel, ça fait 30 ans maintenant, depuis 85. Alors, on va respecter la tradition, c'est Jacques qui va continuer cette présentation. Alors, avant de présenter, simplement, Einstein, ce qu'aurait dit Einstein, on a calculé qu'il aurait dit quand même 40 ans après sa mort. Oui. Alors, d'où le doute. D'où le doute. Oui. Alors, Pierre-Henri Tavoyot est stéphanois, ancien élève du lycée Claude Fauriel. C'est un bon point ça, hein. Lycée Claude Fauriel, c'est bien. Oui. Maître de conférence à l'université Paris-Sorbonne 4, président du Collège des philosophes. Alors, j'ai vu aussi que vous aviez été conseiller du cabinet du ministre de l'Éducation entre 2000 et 2002. Oui. C'était quel ministre, là, qu'on fasse un peu de révision? Jack Lang, donc. Et alors, j'ai pas fait la liste complète de toutes vos œuvres, mais j'en ai quelques-unes que je trouve diverses et que je vais citer. Crépuscule des Lumières, puisque c'est le thème des Lumières qui avait été votre thème de doctorat. Histoire de la philosophie politique, qui doit gouverner, et puis les femmes sont des adultes comme les autres. Merci. Alors, François Tavoyot est aussi philosophe, mais philosophe amateur. Il est aussi stéphanois. Il est aussi ancien élève du lycée Claude Fauriel. Alors, apiculteur... C'est bon pour vous, là, pour rester, ça va bien. Hein. Apiculteur professionnel, ça veut dire 250 ruches. Alors, j'ai compté, si, d'après des chiffres, je ne sais pas s'ils sont justes ou faux, mais enfin c'est un calcul, si toutes les abeilles de France fondaient sur tous les Français, on en aurait chacun 9000 sur le dos. Voilà. Oui, mais ça ne fait pas une ruche, parce que nous avons appris justement combien d'abeilles dans une ruche, François? Donc au plus fort de sa population, ça peut aller jusqu'à 80 000 abeilles. En ce moment, donc à l'entrée de l'hiver, il y en a beaucoup moins. Je veux dire qu'une ruche hiverne avec 10-15 000 abeilles. Il y a une économie de population pendant la période un petit peu plus dure, disons. Alors, ça c'est votre parcours donc à tous les deux. Comment est né le livre? Alors j'ai eu une petite indiscrétion quand même. Pierre-Henri, avant de commencer l'émission, m'a dit « ça fait 20 ans qu'on y pensait ». C'est vrai ça? C'est vrai, oui. Alors au début, c'est une idée comme ça. Enfin, c'est quelque chose qu'on constate. Vous étiez déjà apiculteur, vous aviez commencé? Oui, ça fait 30 ans, oui. Donc, on avait quelques indices de voir quand même, puis c'est vrai que l'usage symbolique de l'abeille, même au niveau au niveau populaire, je veux dire, il y a toutes sortes de rituels encore qui ont perduré jusqu'à il n'y a pas très longtemps dans les campagnes où on faisait porter le deuil à la ruche si quelqu'un mourait dans la famille. Donc il y avait un côté symbolique qui était assez fort. On avait aussi vu des textes comme Virgile, la 4e géorgique. On s'est dit il y avait quand même des indices pour nous inciter à creuser un peu plus. Et puis on s'y est mis. Vous avez creusé? On a creusé. Donc au début de façon un peu dilettante, quoi, par jeu, puis plus on creusait, plus on trouvait.
mais on trouvait partout. Je veux dire, voilà. Donc, effectivement, on lit le livre, l'abeille est le fil directeur, on la trouve dans des tas de domaines, dans des tas de styles de littérature, de philosophie différentes. Vous montrez qu'elle a été récupérée par tous les systèmes politiques et au cours de l'histoire. Mais donc il y a forcément un biais puisque vous la cherchiez. Donc vous l'avez trouvée. Et pour autant, est-ce qu'elle est quand même pas présente par définition dans tout ce qui fait allusion à la société humaine, Pierre-Henri? En fait, ce qui est extrêmement fascinant, c'est qu'elle est présente à tous les moments de l'histoire, mais avec des fonctions qui peuvent varier. Depuis Apollon. Depuis Apollon, en effet, depuis la mythologie, donc à toutes les périodes. Et à chaque fois, c'est comme si vous voulez, sur la base de cet insecte qui ressemble, soyons clairs, pas beaucoup à l'homme, et il en est très honnête dans son apparence, et pourtant, cette espèce de différence suscite chez l'homme l'inévitable envie de se projeter. Parce que c'est un insecte qui récolte, qui stocke, qui construit, qui produit, qui a une vie... Qui produit quelque chose de sucré et de bon. Et de bon et de merveilleux, et donc qui vit dans une collectivité qui ressemble à s'y méprendre à une collectivité humaine, c'est-à-dire avec une diversité, avec une petite hiérarchie. Et donc, spontanément, et d'ailleurs c'est ce qui nous arrive quand on regarde dans la nature une ruche, il y a une espèce de rêverie un peu métaphysique qui se met en place, une admiration, un étonnement, qui fait qu'on va se projeter et on se dit mais il y a quelque chose là-dedans qui nous dit plus que simplement ce que c'est. Il y a une tendance symbolique naturelle au sein de la ruche. François ? Oui, une chose dont on s'est aperçu, en fait, c'est que l'abeille est ambiguë. Elle joue le rôle d'un intermédiaire. L'homme, quand il essaye de voir le monde, il va le catégoriser, il va le conceptualiser, il va faire des classes. Et en fait, on se rend compte que l'abeille, elle se trouve toujours au milieu de ces classes. Alors ces classes, ces catégories peuvent varier, ont pu varier au cours de l'histoire. Je veux dire, dans l'Antiquité, c'était entre la terre et le ciel. Et donc vous parliez du miel tout à l'heure, le miel ça posait une grande question, parce que je veux dire, comment quelque chose qui ne se corrompt pas, qui ne pourrit pas, pourrait être quelque chose de terrestre. Donc forcément le miel vient du ciel. Et voilà, c'est une manne céleste avec le mot manne derrière justement. Ouais. Et donc il y aura d'autres exemples. Je veux dire que l'abeille apparaît aussi entre l'homme et l'animal, parce que justement ce qu'on disait tout à l'heure, elle est très différente de l'homme. Mais en même temps, elle a plein de fonctions qui sont semblables à celles de l'homme, elle est politique. Elle semble avoir une organisation qui relève de quelque chose de conscient, tellement c'est bien fait, quoi. C'est en tout cas la question que se sont posées un certain nombre de philosophes. Voilà. Et du coup, donc, elle interroge sur ces catégories qui ont été faites. Est-ce que ces catégories sont valides? Et ce qui est frappant, c'est de voir que ça continue, ça. C'est que les travaux... Jusqu'à aujourd'hui. Les travaux qui se font sur l'abeille, sur son intelligence, sa capacité à communiquer, en fait, portent toujours, d'une certaine façon, sur c'est où la limite entre l'homme et l'animal. On va essayer de les comparer. Et les chercheurs, même s'ils n'en tirent pas des conclusions hasardeuses, ils travaillent quand même toujours sur ce curseur qui va séparer l'homme de l'animal. Mais on a mis quand même 20 siècles pour arriver à comprendre ce qu'était l'abeille, ce qu'était la reine, qu'on croyait que c'était un roi d'abord, et puis on croyait que la procréation était comme ça. Oui. Et il a fallu que ce soit un aveugle qui fasse découvrir tout ça. C'est quand même extraordinaire. Oui, c'est François Huber qui était un Suisse qui a réglé cette question de la sexualité de l'abeille. Il l'a fait de manière étonnante parce qu'effectivement il est aveugle. Donc c'est un savant qui travaillait avec son serviteur et il concevait en fait des protocoles expérimentaux. D'une certaine façon, on peut dire que le fait qu'il soit aveugle a permis de résoudre en fait des questions qui se posaient aux grands savants depuis l'origine. Parce qu'il s'était fait tout lire. Oui, s'était fait tout lire, et puis d'une certaine façon, il était bloqué, mais le blocage, il n'était pas influencé par les images qui le bloquaient. Bon, le problème, c'est on n'avait jamais vu d'abeilles copuler. Voilà. Donc la sexualité de l'abeille paraissait un mystère, elle se reproduisait à l'évidence, mais sans copulation. Donc miracle.
si je puis dire, ce qui a inspiré dans la théologie chrétienne l'idée que c'était peut-être comme ça qu'on pouvait penser l'Immaculée Conception et la virginité de Marie, ce qui ne sont pas le même dogme, et à ceux qui, justement, les adversaires des chrétiens qui disaient « attendez, votre dogme de la virginité de Marie, franchement, c'est complètement incompréhensible », eh bien, de manière unanime, les pères de l'Église répondaient « regardez l'abeille ». Et c'est pas la sexualité de l'abeille qui est anormale, c'est la vôtre. C'est celle des humains. Dans la nature, ça se passe très bien, ça se passe comme ça, c'est-à-dire l'idée que par le pouvoir de la création, Dieu a créé, a diffusé une semence divine, et c'est cette semence divine qui contribue à faire se reproduire les abeilles. Et l'abeille devenait un symbole de perfection. Et les abeilles, à partir de là, alors ça c'est dans la théologie chrétienne, mais même avant, étaient un symbole de perfection, une vie parfaitement vertueuse. Il fallait que l'apiculteur ne se présente pas devant les abeilles, devant ses ruches, s'il avait péché, en une situation d'adultère, sinon il allait se faire piquer à tous les coups. Donc il fallait pas se parfumer parce que le parfum était l'exemple du luxe et du vice, et donc les abeilles détestaient le parfum. Alors je sais pas si c'est vrai, François pourra nous le dire, mais en tout cas c'était les bruits qui courent, enfin je pas sur l'adultère, je ne veux pas savoir, hein, mais c'était les bruits qui couraient, et donc l'abeille représentait à la fois sur le plan individuel, sur le plan éthique, sur le plan politique, on y reviendra sans doute, et sur le plan spirituel, la perfection à l'état pur. Voilà, la perfection à l'état pur, la vertu, la propreté, la sagesse, la prévision. Vous parlez je vais vous laisser la parole, Jacques, mais vous parlez des chrétiens, mais dans l'Antiquité, avec Virgile, justement, c'était déjà aussi cette sensation qu'elle était un être à part, exceptionnel et un modèle pour les humains. Oui, alors donc la quatrième géorgique, c'est quelque chose d'assez étonnant, parce que je veux dire que dans le même élan, dans le même texte, Virgile, donc c'est l'outil poétique qui permet ça, mais permet à la fois de faire un traité d'apiculture, qui est un vrai traité, je veux dire, Il explique comment il faut faire pour élever les abeilles. Et puis il dit pas n'importe quoi, je veux dire que quand il parle de fleurs qui sont mellifères, je veux dire, c'est un petit manuel de démarrage dans l'apiculture. Donc il y en a eu plus sophistiqué dans l'Antiquité, mais c'est déjà le b.a.-ba de l'apiculture. Mais en même temps, dans le même élan, c'est un traité de morale. Donc justement, on va imiter l'abeille est un modèle qu'il faut imiter au niveau de sa perfection. C'est un modèle politique qui va servir en quelque sorte de justification à l'Empire. C'était quand même aussi un propagandiste, un petit peu. Quand même. Tout à fait. Donc c'est un modèle politique, parce que vous voyez, c'est la République avec un chef. Donc Auguste n'a qu'à arriver, il n'a plus qu'à suivre, imiter l'abeille. C'est un traité métaphysique aussi, parce que les abeilles, d'une certaine façon, je veux dire, sortent de leur ruche, vont butiner et reviennent à la ruche, un peu comme les âmes vont aller s'incarner pour revenir à l'unité primordiale. Et tout ça dans le même élan. Jacques, vous vouliez... Je veux simplement revenir sur elle copule une fois, et elle a 400 000... Soyons clairs et précis. 400 000 enfants. Là, ça fait peur d'un coup. Hein. Oui, ça fait... Il y a un petit silence. Oui, alors peut-être je laisse François raconter comment se passe tout ce que vous avez voulu savoir sur le sexe des abeilles sans avoir osé le demander. Donc voilà comment ça se passe. Alors, prenez votre souffle. Bon, on va partir uniquement de la reine, puis après on reviendra sur l'origine de la reine. Donc la reine, c'est une abeille parmi d'autres dans la ruche, qui est un peu différente. Mieux nourrie. Mieux nourrie, mais surtout qui peut se faire féconder. Et c'est la seule qui peut se faire féconder. Donc quelques jours après sa naissance, sort de la ruche pour faire un vol de fécondation. Et donc c'est ça justement que Hubert a eu le génie d'imaginer, parce qu'à un moment donné, à force de réfléchir, il s'est dit on mettait une reine avec des mâles, il ne se passait rien. Enfin, donc ça dans la ruche. Dans la ruche. On empêchait les mâles de sortir, mais du coup on empêchait aussi la reine de sortir. Et il s'est dit peut-être que la seule solution, c'est que ça se fasse à l'extérieur. Donc il a mis en place un protocole d'observation.
C'est un peu une démarche, enfin c'est ce que vous mettez en valeur dans le livre aussi, c'est une des premières démarches scientifiques modernes. Moi, c'est vraiment quelque chose qui nous a frappé. Je veux dire que c'est le Huber, donc, mais pas uniquement par rapport à cette histoire de la fécondation de la reine. Toutes ces démarches font vraiment rentrer la science dans sa modernité. Je veux dire que autant chez ses prédécesseurs comme Réaumur, Buffon, on sent quelque chose d'hésitant. Enfin, là, il y a vraiment la réflexion, l'expérimentation et les conclusions. Donc il observe que ça se passe à l'extérieur. Voilà, donc la reine revient, donc c'était une reine vierge qui revient. Alors il faut se dire que ce sont les faux bourdons et qu'une fois qu'ils ont fécondé la reine, ils meurent. Ça aussi, c'est voilà. Oui, ils donnent la vie. Leur abdomen est tenu par leur organe. Oui, il reste quand elle se retire, elle arrache la partie. Il ne reste plus grand-chose. Donc ce vol de fécondation, c'est quelque chose d'important parce que je veux dire, ça se fait à l'extérieur de la ruche pour qu'il y ait un brassage génétique justement. Et on s'est rendu compte donc que les mâles au niveau olfactif sont très doués. Ils arrivent à sentir une reine à plusieurs kilomètres à la ronde. Donc des mâles des ruches voisines viennent et donc du coup il y a une probabilité de brassage génétique qui évite la consanguinité parce que ça pourrait exister aussi chez les abeilles. Voilà, donc elle est fécondée, elle rentre dans la ruche, elle stocke le sperme et elle va se mettre à pondre. Dans une spermathèque. Voilà. Oui, parce qu'elle garde tout ça par devers elle. Voilà, donc il y a la poche, un petit canal, l'autre canal qui vient des ovaires. L'ovule passe, mais au choix, elle peut féconder ou ne pas féconder. Si elle féconde, on aura une femelle, ouvrière ou éventuellement reine, une femelle. Et s'il ne féconde pas, on aura un mâle. Donc les mâles naissent par parthénogénèse, ils sont identiques génétiquement à la reine. Mais c'est le faux bourdon. C'est le faux bourdon, et ils sont quand même en moins grand nombre. Donc ils sont en moins grand nombre, ils sont quelques centaines par rapport aux dizaines de milliers d'ouvrières. Donc bon, il y a un grand nombre, comme il y a aussi sur un fruit, il y a beaucoup plus de graines que ce qui est nécessaire à la reproduction des fruits. Je veux dire que ça, la nature n'est pas économe. Et donc elle va épuiser ses œufs finalement, jusqu'à ce qu'elle n'en ait plus, et là elle meurt. Au fil des ans. Elle ne mourra pas directement, plus souvent quand sa ponte commence à devenir un peu irrégulière. Soit elle se sacrifie en pondant elle-même. La nouvelle reine. Voilà, dans une cellule que les abeilles auront construite, elle pondra un œuf d'ouvrière, mais qui sera élevé différemment que les ouvrières normales et qui permettra de donner naissance à une nouvelle reine. Et quand vous dites élevé différemment, en fait, c'est la nourriture. Donc c'est cette fameuse gelée royale, qui est une sorte de lait qui est sécrété par les glandes que les abeilles ont derrière la tête. Et donc elles nourrissent toutes les larves pendant 3 jours. Simplement, au-delà du 3e jour, c'est en fonction du résultat, enfin, de l'objectif qui est visé, soit la reine, soit les ouvrières, qu'on aura un développement qui sera différencié. Dans un sens ou dans l'autre. C'est à plus d'un titre sur RCF. Pierre-Henri Tavoyot et François Tavoyot sont nos invités à propos de leur livre L'abeille et le philosophe, étonnant voyage dans la ruche des sages, un ouvrage paru chez Odile Jacob. Alors, cette organisation qu'on vient d'évoquer à l'instant avec vous, c'est l'une des raisons de la fascination des humains pour ce petit animal, parce que vous le disiez, il peut se projeter soit en tant que modèle, c'est ce qui est souvent le cas, soit pour essayer de comprendre même sa société à lui et de voir ses propres imperfections. Pierre-Henri. Oui, c'est un peu par là d'ailleurs qu'on est parti. C'est vrai que moi je suis plutôt spécialisé en philosophie politique, donc c'était ce point qui a été le plus évident en quelque sorte, c'est que vous prenez une ruche, vous prenez un penseur politique, de quelque bord qu'il soit, il va se reconnaître
dans la ruche. Alors ça, vous le montrez avec des écrits. Enfin, je veux dire, c'est pas seulement une analyse comme ça, mais il y a des écrits. Et c'est hallucinant parce qu'elle va être marxiste, elle va être capitaliste, elle va être démocrate, elle va être... Enfin bon. Oui, on peut raconter ça très, très simplement. C'est-à-dire que, évidemment, le monarchiste va voir dans la ruche la reine, à l'époque un roi, et il va dire, il est clair que nous avons affaire à une monarchie. Et ça veut dire d'ailleurs que la monarchie est le régime le plus naturel, donc le meilleur. Voilà, parce que c'est allé jusqu'à des justifications de choix de société. Après, notre personne dira, mais regardez dans la ruche, en fait, il y a plusieurs rangs, plusieurs castes. Il y a en fait, la reine, il y a les ouvrières, il y a les faux-bourdons, il y a même dans les ouvrières vraisemblablement des différentes tâches. Donc nous ne sommes pas dans une monarchie, mais dans une aristocratie, le gouvernement des meilleurs. Non pas le gouvernement d'un seul, mais le gouvernement des meilleurs. Pas du tout, disent les démocrates ou les républicains. Regardez, l'abeille se sacrifie dans la bataille. Elle se sacrifie dans la bataille, elle est prête à tout pour se défendre sa communauté. Nous avons affaire à la vertu républicaine par excellence. Jusqu'à ce que des penseurs géniaux me disent, mais non, c'est encore mieux que cela. C'est les trois ensemble. C'est le gouvernement mixte. Nous avons affaire à une monarchie avec tous les avantages d'une monarchie, mais aussi avec une aristocratie avec tous les avantages de l'aristocratie, et aussi avec une république. Donc on a une motion de synthèse, comme on dit en politique, des trois gouvernements, ce qu'on appelait dans l'Antiquité, avec Cicéron et Polybe, le gouvernement mixte. Mais ça marche aussi pour les modernes, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que... Et pour les modèles économiques. Et pour les modèles économiques, c'est-à-dire que l'anarchiste va voir une abeille, il va voir une ruche et dit, mais cette ruche est un ordre spontané, la reine n'a pas besoin de chef. N'a pas de fonction de coercition, c'est pas de fonction de domination, c'est Proudhon. Et c'est Proudhon. Oui. Voilà, Proudhon, un texte sur... et donc l'abeille, c'est le modèle de l'anarchie. Ah ben non, dira Marx, ou en tout cas les successeurs de Marx, ils diront, mais non, mais vous avez la communauté de la propriété privée, donc c'est pas l'anarchie, mais c'est le communisme. Et puis il y a quand même une structure étatique, enfin voilà, toute une série. Donc l'abeille est communiste, elle a sa carte. Mais pas du tout, diront les libéraux qui regarderont l'abeille en disant, mais non, mais dans l'abeille, il y a un ordre spontané, c'est le premier grand texte du libéralisme politique, c'est... Vraiment, c'est de là qu'on est parti, 1705, la fable des abeilles de Mandeville, qui est faut vous le racontiez, ça, qui est la naissance de toute la littérature libérale. Mandeville est un médecin hollandais émigré en Angleterre, et qui écrit ce petit texte qui a un succès fabuleux dans l'Angleterre de l'époque, dont l'histoire est très simple. Il dit, voilà, vous avez une ruche, qui ressemble évidemment à s'y méprendre à l'Angleterre du XVIIIe siècle. Dans cette ruche, eh bien, toutes les abeilles sont extrêmement vicieuses. Chacune cherche à son propre intérêt, chacune cherche à truander l'autre. Et cette ruche est formidablement prospère. Mais il y a quelques prêtres dans cette ruche qui prient Dieu en disant « Nous sommes tous vicieux, que nous soyons vertueux ». Et le dieu des abeilles, le Zeus des abeilles, eh bien, obéit à cette prière et d'un coup de baguette magique, transforme toutes les abeilles en être parfaitement vertueux. Mais du coup, chacun étant parfaitement vertueux, on n'achète plus, on ne consomme plus. On devient frugaux. On devient parfaitement frugaux, c'est la décroissance. Et cette décroissance entraîne une crise économique absolument sidérante, ce qui fait que la prospérité disparaît. Conséquence, nous dit Mandeville, les vices privés font le bien commun. Soyez vicieux, la prospérité en sera assurée. Ce qui fait que ce Mandeville, Bernard de Mandeville, on l'appelait Mandeville, l'homme diable. C'est-à-dire précisément celui qui allait prendre. Mais c'est la main invisible. C'est tout ce qui fonde l'idée qu'il faut s'enrichir et en s'enrichissant, en cherchant notre propre intérêt, on réalisera le bien commun. Voilà, donc c'est le premier. C'est une modernité absolument sidérante, quoi, parce que on entend ça actuellement. Les assises chrétiennes de l'écologie se déroulaient fin août à Saint-Étienne, et c'était savoir s'il fallait justement se tourner vers la décroissance, la post-croissance, et on n'a pas parlé des abeilles là, mais elles auraient eu leur place. François. Oui, je continue un petit peu sur Mandeville. C'est quelque chose dont on s'est rendu compte un petit peu après coup, après avoir écrit le livre. C'est que d'une certaine façon, Mandeville anticipe d'une façon métaphorique une des découvertes de Huber. Je m'explique. Enfin, si on schématise ce que décrit Mandeville, il décrit un ordre qui naît d'un désordre. C'est-à-dire que les abeilles de cette ruche fictive cherchent leur intérêt propre, cherchent leur plaisir, et spontanément, un ordre va s'instaurer à partir de ça. Un siècle plus tard,
Hubert, en cherchant de quelle façon s'organise... L'aveugle dont on parlait tout à l'heure. Oui, François Hubert, en cherchant de quelle façon s'organise quelque chose qui avait fasciné tout le monde depuis des siècles, la géométrie des alvéoles, donc jusqu'à Hubert, la géométrie des alvéoles ne pouvait que renvoyer à un créateur omniscient, je veux dire, qui insufflait la géométrie aux abeilles. Hubert, en fait, renverse la chose et d'une certaine façon applique à la ruche réelle ce que Mandeville décrivait. C'est-à-dire que chaque abeille, en fait, cherche une sensation agréable et, en fait, en faisant ça, va poser son brin de cire à la suite de ce qu'a fait l'abeille précédente. Je veux dire, chaque abeille pose n'importe comment, au hasard, son brin de cire et l'organisation se crée à partir de ça. Je veux dire, l'ordre naît du désordre. Ça, c'est une des choses qui m'a le plus fasciné. Parce qu'en même temps, ça paraît très compliqué. Il y a quelque chose qui est de l'ordre, je ne sais pas si ça peut se dire, de l'instinctif, parce que effectivement, c'est comme si chacune cherchait à rééquilibrer un peu par rapport à ce que l'autre a posé. Mais disons, c'est le prélude à tout ce qu'on a appelé après l'auto-organisation, je veux dire, qui est une des caractéristiques de certains systèmes, donc groupement d'éléments qui s'organisent entre eux. Et je veux dire, c'est quelque chose qu'on reproduit maintenant au niveau de la robotique et aussi qui sert même d'explication, je veux dire, sur la façon dont s'organise la nature. Mais je trouve que presque un des premiers à exprimer ça d'une façon aussi nette, je veux dire, c'est Hubert, en disant que la géométrie qui paraît briller dans les œuvres des abeilles est une conséquence et non pas la cause de ce qu'elles font. Je veux dire que la géométrie naît des actions désordonnées des abeilles. Ouais. Alors, ce que vous dites dans le livre à un moment, justement un peu de temps après le descriptif de ce qu'a fait Hubert et ce qu'il a transformé finalement dans son approche de l'abeille et de la science, c'est que pendant des centaines d'années, peut-être des milliers, l'abeille représentait quelque chose de merveilleux. Il y avait, on ne savait pas comment elle se reproduisait, c'était magique ou céleste. On ne savait pas justement comment cette géométrie était aussi parfaite. C'était sûrement l'intervention du divin. Et donc c'était le merveilleux. Et avec François Hubert, il va décrire le merveilleux réel. Parce qu'il y a de quoi s'émerveiller, malgré tout, et ô combien devant ce qui est fait là. Et qui remplace ce que vous avez appelé le faux merveilleux. Puisque dans le fond, ce qu'on prenait pour du merveilleux n'en était pas. Alors mais c'est encore plus merveilleux. C'est une expression qui est drée au mur, en fait. Oui. Parce que disons que le mouvement un peu que parachève Hubert, il commence à la sortie du Moyen-Âge, où on peut dire que l'abeille est complètement occultée, cachée par toute la masse symbolique qui s'est surajoutée à elle. Je veux dire, il y avait eu une observation de l'abeille réelle par Aristote. Je veux dire que les observations sont... Mais après, donc, tout s'était arrêté, et je veux dire que l'abeille symbolique occulte l'abeille réelle. Et au cours donc, de la période des XVIIe et XVIIIe siècles, il y a une redécouverte de l'abeille, et qui commence notamment avec l'utilisation du microscope, puisque la première utilisation du microscope sur un animal, c'était, devinez sur qui? Sur notre petite abeille. Voilà. L'abeille et le philosophe, c'est le titre de l'ouvrage dont nous parlons aujourd'hui avec ses auteurs, Pierre-Henri Tavoyot et François Tavoyot. C'est un ouvrage paru chez Odile Jacob. Nous sommes dans l'émission à plus d'un titre sur RCF. Alors, Pierre-Henri, vous êtes le philosophe. On a l'impression que vous avez été en dialogue tous les deux, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce livre est merveilleux à lire. L'abeille est merveilleuse, mais votre livre à vous est tout à fait agréable. D'abord, c'est une révision que le livre intitulé Le monde de Sophie, à mon avis, n'atteint pas du tout de la même façon. Une révision de du programme de philo terminale. Voilà, c'est ça, tous les systèmes de philo
avec une clarté et même de l'humour, ce qui ne gâche rien. C'était un de vos propos ou ça s'est imposé parce que l'abeille était présente partout? C'est arrivé un petit peu après. On avait cette intuition, je pense, ce rêve peut-être caché au départ, mais en fait, ce qui nous a frappé, c'est que dans des contextes spirituels et historiques très différents, à chaque fois, l'abeille était mobilisée pour une sorte de mission spéciale. L'humanité avait un problème, on ne savait pas comment le résoudre, on appelait l'abeille à la rescousse. Ça a commencé avec la mythologie pour expliquer le rapport entre nature et culture, comment de la nature la culture est née. Le premier mythe, le mythe d'Aristée, qui raconte l'histoire du premier apiculteur en chef, nous raconte exactement ça. Comment, pour sortir de la nature, on a besoin de douceur, du miel, mais qu'il n'en faut pas trop, parce que si on s'installe trop dans la douceur, eh bien on va en quelque sorte se laisser aller, et la nature va être oubliée. Donc le mythe d'Aristée, magnifique mythe, nous raconte cet équilibre entre nature et culture. Dans l'Antiquité philosophique, c'est une autre mission. C'est Aristote qui demande à l'abeille d'expliquer en quelque sorte l'harmonie du cosmos. Le monde est un ordre parfaitement ordonné, juste beau et bon. Et l'hypothèse d'Aristote, ce pourquoi il passe autant de temps, lui le grand savant de l'Antiquité, à parler des abeilles. C'est quand même hallucinant, le précepteur d'Alexandre, le plus grand métaphysicien de l'Antiquité. Dans ses textes, après l'homme, l'espèce dont il parle le plus, c'est l'abeille, et de très très loin. Pourquoi? Parce qu'il considère que la ruche est un microcosme, c'est un petit cosmos. Et comme on ne peut pas étudier le grand cosmos, c'est trop grand, c'est trop compliqué, c'est trop incertain, eh bien attachons-nous à comprendre ce qui se passe dans le petit monde. Et on aura la clé de tous les mystères. Voilà pourquoi Aristote passe autant de temps. Et ça continue avec la théologie chrétienne. Évidemment, dans la théologie chrétienne, on ne peut pas considérer que l'abeille est le reflet du cosmos, parce que ça supposerait que l'abeille a un rôle d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Or, dans le christianisme, il n'y en a qu'un seul qui a le droit de faire ça, c'est le Christ. Les autres, ils n'ont pas le droit. Donc, l'abeille est un rejeté. Comme par hasard, on ne la trouve nulle part dans l'Évangile. On ne parle pas du tout d'abeille, parce que pour un chrétien, c'est un symbole païen, l'abeille. Donc, on rejette. Oui, à cette époque-là particulièrement, bien sûr. Évidemment, dans une conflictualité. Mais les pères de l'Église, ça ne va pas durer très longtemps. Les pères de l'Église lui donnent une autre mission, qui n'est pas effectivement de faire l'intermédiaire entre le ciel et la terre, ça c'est pas possible, mais qui disent à l'abeille, regardez l'abeille, vous serez des bons chrétiens. Voilà. Vous êtes des êtres pécheurs, vous ne faites pas bien les choses dans la vie, alors que vous avez là, même si vous n'avez aucune culture, vous avez là le signe qui vous indique ce qu'il faut faire. C'est un évangile pour les nuls, l'abeille. Oui, un animal qui est capable de s'oublier, de penser au bien commun. Qui nous donne la virginité, le miel est comparé à l'écriture. Voilà. Donc, voilà, vous avez cette mission spéciale va durer. En plus, si vous regardez bien l'organisation de la ruche, et si vous êtes dans un monastère, eh bien, appliquez strictement cette logique. Donc, voilà, on a déjà 3 missions spéciales que l'abeille a remplies avec courage, et ça va continuer par la suite, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on cherche le développement durable, l'économie numérique, penser tout ce qui nous arrive, eh bien, comme par hasard, les économistes vont du côté de l'abeille. Pensez par exemple l'idée, imaginez, rêver qu'une récolte, loin d'épuiser ce qu'elle récolte, contribue à sa diffusion et à sa prolifération. C'est le rêve du développement durable. Il suffit de regarder l'abeille. L'abeille pollinise, chaque abeille va chercher le nectar, mais en récoltant, au lieu d'épuiser, elle contribue à la pollinisation. Ce qu'on appelle en économie des externalités positives. Voilà, et bien c'est exactement ce que vous faites quand vous allez sur Google, vous cliquez pour vous, mais ce clic produit de la valeur. Et c'est une valeur incroyable. Eh bien, cette abeille, c'est l'avenir de l'économie. On a même calculé, au point de vue, ce que représente la pollinisation, ce que coûterait la pollinisation s'il n'y avait pas les abeilles. Je crois que c'est 500 et quelques milliards de francs. Mais ça se ferait quand même. Ça se ferait quand même. Enfin, toujours est-il que là, vous avez magnifiquement montré comment tout à coup la philosophie, les courants philosophiques deviennent extrêmement accessibles par le biais en plus de cet animal attachant et à travers les âges. Alors, je le disais, votre ouvrage, donc, c'est aussi un dialogue entre vous, à travers florilège et butinage notamment,
Donc il y a évidemment la description de votre propos. Et puis il y a des textes présents, alors des textes un peu techniques, mais jamais totalement techniques, philosophico-techniques et humoristiques, ça c'est le butinage. Et puis on a les florilèges, qui sont en particulier à la fin, mais il y en a aussi dans le courant du livre, où on a des extraits qui sont absolument succulents. Alors là, je pense que vous avez dû vous régaler à choisir ces textes-là et pas d'autres. J'imagine, chacun dans votre domaine. Vous les avez choisis ensemble? Comment ça s'est passé? Oui, on s'en envoyait. Oui. Des moments, ça va être un peu dur de retrouver la genèse du livre, parce qu'il y a des choses, bon, effectivement, qui ont plus été rédigées par l'un ou par l'autre, mais il y en a beaucoup où, je veux dire, ça a été plusieurs allers-retours, et où après, c'est pas très facile de trouver la marque de chacun, quoi. Alors, quand Fénelon indique au duc de Bourgogne comment il doit faire sa version latine, et qu'il justement il fait référence aux abeilles en disant que jadis on a fait des textes, Virgile a fait des textes sur l'abeille. Voilà, c'est uniquement une petite fable pour obliger le duc de Bourgogne, qui est à l'époque, avant sa mort, le prétendant au trône de France, donc de Louis XIV, le fils de Louis XIV qui va mourir, mais c'est uniquement pour l'inciter à faire sa version latine. Donc on a là une utilisation pédagogique de l'abeille à des fins justement scolaires. Voilà, alors il y a des titres, par exemple celui-ci, vous le dites, comment encourager un jeune prêtre à faire sa version latine, des choses un peu plus spécialistes, on va dire, un peu plus spécifiques, les seins et l'hypostase selon Proclus. Alors il faut se pencher un peu dedans, si on ne sait pas ce que c'est qu'une hypostase. Et comment quitter le sensible, alors là ça fait sujet du bac, carrément, mais il y a aussi, par exemple, l'abeille machine de Malebranche, les vierges abeilles de Saint-Ambroise, les abeilles du Coran, ce qui est quand même un petit peu improbable a priori. C'est une sourate très très importante. Alors elles sont beaucoup plus présentes apparemment dans le Coran. Alors dans cette sourate, elle est très très connue, qui là aussi c'est pas particulièrement original parce que c'est une utilisation classique dans le monothéisme de l'abeille parabole, c'est-à-dire l'abeille qui va guider, en fait, qui doit guider le croyant. Donc c'est pas simplement effectivement dans le contexte du monde musulman et du monde arabe, effectivement la présence et la place du miel est absolument hallucinante. J'avais cette image qui m'a beaucoup surpris, voyage avec la Sorbonne à Abu Dhabi, dans les supermarchés d'Abu Dhabi, le rayon miel, c'est exactement le rayon vin dans un supermarché français. Il y a autant de différences de miel et de crus de miel que vous avez de vin dans un supermarché français. Donc la présence et la qualité est absolument exceptionnelle. Par exemple, lire comme l'abeille de Sénèque, ça c'est un peu surprenant. Lire comme l'abeille de Sénèque, qui est le responsable, c'est vous, François? Je ne sais plus. Enfin, disons que pardon, ça c'est une métaphore, je veux dire, qui court à travers les siècles. Je veux dire, la métaphore du butinage et de la connaissance, on voit la métaphore qui démarre, donc au départ... connaître quelque chose ou lire, c'est un peu comme du butinage. Et puis c'est peut-être ce qui se comprend un peu le mieux. On l'entend dans le langage courant. Mais ce butinage, il ne se fait pas n'importe comment. Il est sélectif. Donc ça, c'est Plutarque qui dit que les abeilles ne sont pas comme les bouquetières. Elles ne vont pas forcément sur les fleurs qui sont les plus belles, qui ont les plus belles couleurs. Elles vont choisir celles qui ont un nectar le plus profond. Saveur, elles voilà. seront plutôt sur le teint que... c'est une lecture sélective, c'est un butinage sélectif, mais c'est aussi une synthèse. Et ça, là, c'est la vraie idée donc, que reprend Sénèque, qui sera reprise aussi par Montaigne. C'est-à-dire que l'abeille va sur différentes fleurs, mais elle va en faire quelque chose d'unique, elle va en faire quelque chose de nouveau. Je veux dire, on peut dire presque que le miel émerge comme une nouveauté, de la même façon qu'une pensée émerge à partir de différentes influences. La connaissance aussi, après, l'observation de la nature va se faire selon le même processus. Je veux dire que comme un butinage de sensations, de vision, d'observation plutôt, et une synthèse rationnelle, etc., etc. Je veux dire, tout au long des siècles, cette métaphore s'amplifie. Nietzsche l'utilisera aussi pour décrire qu'en fait on croit connaître, mais en fait on ne fait que construire, parce que ce qu'on emmagasine, le miel, la synthèse qu'on fait, on va la mettre dans des alvéoles que c'est nous
qui sont construites par nous, qui sont comme les concepts, quoi. Donc en fait, on ne fait que construire quelque chose alors qu'on croit découvrir le réel dans sa diversité. Alors un petit extrait, un peu rapidement, Pierre-Henri. Pierre-Henri. Les abeilles pillotent de Sadola les fleurs, mais elles en font après le miel qui est tout leur. Ce n'est plus thym ni marjolaine. Ainsi les pièces empruntées d'autrui, il les transformera et confondra pour en faire un ouvrage tout sien, à savoir son jugement. Voilà comment il faut lire. Exactement. Ouais. Alors, je ne peux que conseiller la lecture de ce formidable, au sens étymologique du terme, et vraiment très, très agréable à lire, livre L'abeille et le philosophe, Pierre-Henri et François Tavoyot, un ouvrage paru chez Odile Jacob. Comment est-ce que ça s'est terminé quand il a fallu mettre le point final? Parce que c'était aussi une façon d'être peut-être encore plus proche que d'habitude, non? Un peu rapidement. Disons que ça a été bien de mettre le point final, parce que je veux dire, à un moment donné, je veux dire, on aurait pu continuer notre vie à chercher, à écrire des bouts d'articles, tout ça, et donc après il faut effectivement constituer une œuvre. D'une autre façon, je veux dire, par le biais de moments comme celui-ci, il y a un certain nombre de choses qu'on continue à découvrir. Je veux dire, des liens qu'on n'avait pas fait forcément dès le départ en écrivant, qu'on trouve. Donc en fait, c'est pas complètement fini, disons. C'est tant mieux ça, Pierre-Henri? Oui, c'est tant mieux. C'est-à-dire qu'on peut être légitimement inquiet pour l'abeille réelle, qui ne va pas très bien, mais l'abeille symbolique n'a pas fini sa carrière et elle, de ce point de vue-là, va beaucoup mieux de jour en jour. Alors on espère que justement elle continuera à nous accompagner très très longtemps encore. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là aujourd'hui. La semaine prochaine, on change d'atmosphère. Ça sera à l'occasion de BD-Art, le festival de la BD à Rive-de-Gier, avec Franck Giroux, qui est le parrain du salon, et qui propose un tome parallèle à la série 13 que vous connaissez probablement, et ça s'intitule 13 Mystery. Martha Shobridge, qui est une d'un des premiers personnages de la série dont on connaît un peu mieux la vie. Voilà, donc rendez-vous pour cette interview, ça se passera à Rive-de-Gier. Merci encore beaucoup, monsieur le philosophe et monsieur l'apiculteur. Merci à vous.